J'ai voulu faire cette vidéo pour qu'on discute un peu de la situation au Moyen-Orient, de cette guerre en cours entre la coalition américano-israélienne et la République islamique d'Iran. Un point de situation important parce que nous avons franchi une nouvelle étape avec l'obtention d'un cessez-le-feu in extremis, alors que des ultimatums de part et d'autre faisaient craindre l'éclatement d'une guerre totale au Moyen-Orient. Alors, la situation au Moyen-Orient que nous vivons aujourd'hui, cette guerre qui est en cours, eh bien, est le fruit d'une stratégie israélienne avant tout. Donald Trump, qui avait été élu depuis maintenant un an, avait été élu sur la promesse de ne jamais aller en guerre. Mais finalement, il semble qu'il ait réussi à se faire convaincre par Benjamin Netanyahou qu'il fallait s'engager dans ce conflit iranien, ce véritable piège aujourd'hui pour Donald Trump. Alors, comment a-t-il été convaincu? C'est le New York Times qui nous fait la révélation dans ses dernières parutions et qui indique que le Premier ministre Benjamin Netanyahou se serait rendu à Washington où il aurait présenté le plan pour la guerre contre l'Iran. Le plan était un plan en quelques points. Le premier des points, c'était des décapitations stratégiques au sommet de la hiérarchie iranienne. Et donc, cette décapitation stratégique aurait ensuite entraîné un effondrement par le haut du régime iranien qui aurait permis ensuite aux populations iraniennes d'être libérées et donc d'instaurer une démocratie au Moyen-Orient. L'objectif étant en ligne de mire également le programme nucléaire. Le programme nucléaire qu'il s'agissait aussi de réduire à néant. Donc le plan paraît simple comme bonjour, il suffit de frapper au sommet et tout le reste s'effondrera et ensuite la situation rentrera dans l'ordre. Ce plan a été présenté à Donald Trump. On voudrait faire croire que Donald Trump se serait fait embarquer dans cette guerre par Benjamin Netanyahou, mais c'est Fox News qui, depuis hier, ne cesse de rappeler que le président américain a passé plusieurs semaines à échanger avec l'ensemble des acteurs de son administration qui seraient impliqués dans le déclenchement de ce conflit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Donald Trump a eu des réunions intenses avec les services de renseignement, la CIA, la NSA. Il a eu des rencontres intenses avec le département de la défense, avec ce qu'on appelle chez eux le Joint Chief of Staff. Tout ça pour vous dire que la décision américaine de s'engager dans la guerre en Iran, ce n'est pas simplement basé sur ce que Benjamin Netanyahou aurait dit, mais aussi parce que Donald Trump l'a voulu. Donc c'est une manière de vous faire comprendre qu'en réalité, imputer uniquement à Israël le fait d'avoir embarqué les États-Unis dans cela, ce serait dédouaner en quelque sorte l'administration Trump. Or, il n'en est absolument rien. Les Israéliens et les Américains ont décidé ensemble, en sous-estimant bien sûr certains des aspects de ce conflit, mais aussi en sous-estimant la capacité entre Américains et Israéliens à se contrôler mutuellement pour s'empêcher d'aller trop loin. On le voit, Donald Trump donne l'impression des fois d'avoir du mal à maîtriser Benjamin Netanyahou et bien sûr les Israéliens, eux aussi, se plaignent souvent des décisions comme ce cessez-le-feu qui aurait été accepté à la dernière minute sans forcément que les Israéliens n'aient été impliqués. Donc tout ça pour vous dire que au départ, c'est ensemble qu'ils se sont encouragés à aller à la guerre contre l'Iran et que ils se sont retrouvés ensuite dans ce piège total. La guerre a connu plusieurs étapes. Ça a commencé, comme je vous l'ai dit, par des frappes stratégiques pour décapiter le régime, des frappes qui ont été, il faut le reconnaître, très précises, puisqu'elles ont touché le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Elles ont également touché plusieurs hauts responsables du commandement des gardiens de la révolution iranien. Et donc, tous ceux-ci ont été frappés. Sauf que les Iraniens, eux aussi, s'étaient préparés à l'éventualité d'une tentative d'assassinat des principaux responsables du pays. Résultat, les têtes ont été décapitées, mais le commandement est resté intact et a pu réagir de façon vigoureuse contre
les intérêts israéliens dans la zone, mais aussi contre les intérêts américains qui sont dans la zone. Et c'est cette réaction iranienne à ces bombardements israélo-américains qui ont conduit à une escalade totale dans la région avec les autres pays du Golfe dont le territoire abrite des bases militaires américaines à se faire eux aussi bombarder par les Iraniens. Et les Iraniens ont ensuite actionné le levier auquel la plupart des observateurs de l'Iran s'attendaient, à savoir le levier de la pression énergétique. Le détroit d'Ormuz, depuis la guerre Irak-Iran dans les années 80, chacun a compris qu'il était un enjeu stratégique, un levier de pression de la part des Iraniens. Donc en attaquant l'Iran, les renseignements même américains étaient déjà convaincus que les Iraniens allaient utiliser le détroit d'Ormuz comme un levier de pression et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Alors, comment, en sachant cela, les Américains se sont quand même engagés sans avoir de plan pour libérer le détroit d'Ormuz? C'est l'une des questions que se posent beaucoup d'acteurs internationaux et notamment que se posent les démocrates qui sont opposés à Donald Trump. Alors cette deuxième phase a été suivie ensuite par un nouveau palier d'escalade dans la région avec en début avril des affrontements très violents qui en sont arrivés même à des affrontements très directs entre Américains et Iraniens à l'occasion notamment de la libération, de l'extraction du pilote du F-15 qui s'est abattu en Iran. Et bien à cette occasion-là, les États-Unis, leur armée et l'armée iranienne se sont directement affrontés sur le terrain avec plusieurs pertes humaines de part et d'autre. Vous comprenez qu'on était donc en train d'aller de palier en palier à des niveaux de plus en plus dangereux dans cette guerre au Moyen-Orient qui laissait croire qu'on pouvait à un moment ou un autre basculer dans quelque chose de totalement incontrôlable. Et c'est pour ça qu'il était prévisible qu'au bout d'un moment, on en arrive à une forme de cessez-le-feu pour essayer de calmer le jeu et surtout de ne pas rentrer dans l'inconnu le plus total. Donc ce cessez-le-feu aujourd'hui est extrêmement fragile. Il permet en quelque sorte de recomposer aussi les rapports de force dans la zone, mais ce cessez-le-feu quand même restera très compliqué à gérer, notamment pour la médiation pakistanaise. Mais revenons-en au sujet pour comprendre maintenant comment est-ce qu'on peut analyser la manière dont la République islamique d'Iran a géré cette situation extrêmement complexe. La République islamique d'Iran avait prévenu déjà qu'elle allait organiser un plan de survie de son régime qui allait passer par des désignations à tous les niveaux de personnalités qui pourraient remplacer ceux qui seraient éliminés et que dans le même temps, en maintenant la chaîne de commandement de la sorte, qu'elle ferait elle aussi une pression en retour à la pression qui lui est adressée. La pression s'exerçait sur le plan purement militaire avec des drones et des missiles balistiques qui parvenaient à atteindre des cibles très éloignées de la République d'Iran. On a entendu les bombardements qui ont atteint Tel Aviv et l'ensemble du territoire israélien d'ailleurs, mais également simultanément les pays voisins, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, bref, tous les lieux où des bases américaines sont installées, avec une détermination qui a vraiment surpris la plupart des acteurs régionaux qui pensaient que peut-être que ce plan israélien allait réussir à faire changer le régime en République islamique d'Iran, ce qui n'a visiblement pas du tout été le cas. Et donc la République d'Iran aussi avait un enjeu de survie qui était de conserver le plus que possible ses moyens de pression. Vous vous souvenez de Donald Trump qui n'arrêtait pas de dire qu'ils ont détruit toutes les capacités balistiques et donc les Iraniens avaient bien compris que le seul moyen de pression qu'ils pouvaient
les garder dans la partie, eh bien, c'était leurs missiles balistiques et leurs drones. Et donc, ils ont tout fait pendant cette période pour conserver cette capacité militaire à portée de main. Alors, 40 jours, 40 jours de guerre, c'est quelque chose d'extrêmement intense. Pour ceux qui ne le comprennent pas, il faut savoir que pendant ces 40 jours, on va prendre côté par côté. L'armée israélienne et l'armée américaine ont été sous alerte maximale. Personne ne dort. Chacun organise des attaques de son côté. Et donc pendant 40 jours, la pression et la fatigue même de l'armée est quelque chose qui est difficilement tenable plus longtemps. Côté iranien également, il ne faut pas le croire, mais la pression aussi pendant 40 jours, c'est quelque chose de très difficilement tenable. On parle de 40 jours durant lesquels des infrastructures énergétiques, des écoles, avec leur lot de pertes humaines très douloureuses pour les populations iraniennes, eh bien, commençaient elles aussi à peser de leur côté. Donc tenir des deux côtés pendant ces 40 jours-là, ça reste quelque chose de très compliqué qui demandait à ce qu'au bout d'un moment, on trouve le moyen de calmer le jeu par réalisme, tout simplement, hein, aussi bien pour les Iraniens que pour les Israélo-Américains. Par réalisme, tout simplement, calmer le jeu permet de reprendre un peu plus d'énergie et de reprendre ses esprits et d'évaluer le plan à mi-chemin, parce qu'on en est à quand même 40 jours. Et à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, les Américains doivent vraiment se rendre compte qu'ils se sont fait beaucoup d'illusions. Ils se sont convaincus de quelque chose qui en réalité n'était pas faisable, pas aussi simple que ça. La fin de l'illusion par rapport à une première chose, c'est que la décapitation du régime par le haut n'entraînera pas la chute du régime iranien. Le régime iranien est installé avec vraiment beaucoup d'enracinement au sein même de l'État et de la société. C'est une des conclusions logiques que les Américains devraient tirer de cela. Et la pression militaire et économique qui a suivi ces décapitations-là n'a, elle non plus, pas réussi à faire tomber le régime. Donc, ce n'est pas par des moyens militaires ou économiques que le régime tombera. Je pense que les Américains devraient avoir compris ça assez froidement. Assez froidement. Mais au-delà de ça, il y a un autre constat qui est lui plus alarmant pour les Américains. C'est le fait que l'OTAN ne les suivra pas dans tout ce qu'ils veulent. L'OTAN ne va pas attaquer avec les Américains parce que les Américains veulent que cela se fasse. Et ça, c'est le Premier ministre espagnol, mais aussi les Français, les Britanniques du bout des lèvres, tous ceux-ci qui ont dit qu'ils n'étaient pas dans la logique d'agir avec les Américains et les Israéliens dans la guerre en Iran. Donc ça veut dire que en réalité, les Américains n'ont plus véritablement de partenariat avec les pays européens, partenariat qui serait un partenariat aveugle, quoi. Il n'y a plus de partenariat aveugle entre les États-Unis et l'OTAN. La preuve en est que l'OTAN aussi, dont les États membres ont été bien malmenés par Donald Trump au début de son mandat, eh bien, ont commencé aussi à rejeter ce qui leur paraît être quelque chose auquel ils n'adhèrent pas. Ils ont réussi, par exemple, à ralentir les opérations militaires américaines en interdisant le survol de leur espace aérien par l'aviation américaine qui allait mener des opérations en Iran. Une manière de montrer à Donald Trump qu'ils peuvent aussi lui nuire et le déranger. Alors les Américains ont une dernière leçon à tirer pendant cette période-là de 40 jours, c'est le fait que les menaces ne fonctionnent pas toujours. L'Iran n'est pas le Venezuela, l'Iran n'est pas
le Nigeria ou un autre pays qu'on peut menacer et ensuite obtenir gain de cause. Mais il n'y a pas des leçons à tirer que du côté des Américains. Détrompez-vous, il y a des leçons à tirer du côté aussi des Iraniens. Parce que durant ces 40 jours, s'il y a bien une leçon qu'il fallait tirer côté iranien, c'est le fait que, eh bien, Israël ne s'arrêtera jamais. Depuis 1979, où la République islamique d'Iran a été fondée jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Israël ne s'arrêtera jamais. C'est une conclusion logique à laquelle les Iraniens sont arrivés maintenant de manière assez claire et stupéfiante. Parce que les attaques qui ont été menées sont des attaques pour absolument annihiler l'Iran et faire s'effondrer son peuple. Des attaques sur des ponts, des attaques sur des centrales nucléaires, des attaques d'écoles, des attaques de tribunaux. Toutes les infrastructures, sans exception, ont été visées. Près de 13 000 points d'impact. Et ça veut dire pour les Iraniens qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à se défendre. Et peut-être que la conclusion à laquelle ils arriveront, mais qu'ils n'admettront pas publiquement, c'est qu'ils ont besoin de l'arme nucléaire pour être définitivement dissuasifs et ne pas être encore une fois attaqués de la sorte. Mais dans le même temps, il ne faut pas se leurrer non plus. Un régime iranien, quel qu'il soit, ne peut pas éternellement maintenir la population en situation de guerre sans montrer un certain nombre d'acquis qui puissent rassurer les populations. Et comme je vous l'ai dit, les Iraniens ne resteront pas éternellement patients. Ils ont besoin de savoir, par exemple, que leur régime pourra reconstruire le pays. Ils ont besoin de savoir que tout cela n'a pas conduit à la capitulation de leur pays. Auquel cas, ils se soulèveraient contre le régime iranien. Et donc, la première manière pour le régime iranien de démontrer qu'ils pourront reconstruire leur pays, qu'ils trouveront les moyens pour reconstruire le pays, c'est tout d'abord le détroit d'Ormuz et un droit de péage de tous les bateaux qui transiteraient par cette zone au bénéfice de l'Iran. Ces moyens sont des moyens qui peuvent être des moyens colossaux, qui s'élèveraient à plus de 100 milliards de dollars par an selon certains, et je suis sûr qu'on peut aller bien au-delà de ça si on exploite véritablement le potentiel de cette zone. Je vous rappelle qu'il y a plus de 20% du pétrole mondial qui passe par là-bas, des milliers et des milliers de marchandises qui passent par là-bas, et que les monarchies pétrolières du Golfe ont suffisamment de moyens pour supporter un péage à ce niveau-là. Reste à savoir s'ils l'accepteront. Mais en tout cas, la puissance iranienne telle qu'elle s'est exprimée dans le détroit d'Ormuz est une forme de garantie pour le peuple iranien qu'ils pourront, s'ils tiennent bon, eh bien, obtenir les moyens de reconstruire leur pays sur la durée. Ensuite, la deuxième chose, c'est le programme nucléaire. Il serait inconcevable pour les populations iraniennes de supporter l'idée que le régime ait cédé sur la question du nucléaire. Et c'est pour ça que moi, je ne vois pas du tout la manière par laquelle la République islamique d'Iran abandonnerait le programme nucléaire sous quelque prétexte ou sous quelque pression que ce soit. Quel que soit ce qui va être dirigé contre la République islamique d'Iran, c'est une question de survie, le fait de ne pas abandonner le programme nucléaire. Donc ça, c'est des leçons assez claires, à mon avis. Il y en a plein d'autres, on en discutera encore davantage dans les jours et les semaines à venir. Mais voilà un peu ce que l'Iran pourrait avoir à retenir. Ensuite, il y a d'autres aspects à comprendre. Le premier d'entre eux, c'est le fait qu'on était arrivé à un stade où, sans pause, c'était une catastrophe générale. L'économie mondiale était en train de se contracter et littéralement d'aller vers l'effondrement. Le prix du baril de pétrole explosait au-dessus des 115 dollars. On a vu également comment les prix des denrées, des prix de beaucoup d'autres services ont commencé à augmenter, notamment les billets d'avion et tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de facteurs qui ont augmenté d'un seul coup. Et donc,
l'économie mondiale elle-même était un moyen de pression sur tout le monde. Les Américains ont peut-être sous-estimé la détermination des Iraniens à maintenir la ligne malgré ses conséquences économiques mondiales. Mais en tout cas, les Iraniens, de leur côté, ont eu raison de maintenir cette détermination jusqu'à ce que le risque sur l'économie mondiale ne fasse plier les États-Unis. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir plein de discours sur le fait que eh bien, les États-Unis affirment avoir remporté une victoire éclatante et autres, mais en réalité, si on observe ce cessez-le-feu et la manière dont Donald Trump faisait des ultimatums euh, dans la zone, eh bien, c'est clairement un échec pour les Américains qui ont montré que on pouvait leur faire peur aussi, quoi. La situation économique intérieure aux États-Unis commençait vraiment et reste encore extrêmement fragile avec le prix du gallon d'essence qui est leur équivalent du litre d'essence. C'est une autre unité de mesure en gros, du gallon d'essence qui est passé de 3 à 5 dollars, quasiment multiplié par 2 depuis l'arrivée de Donald Trump, les emplois qui chutent, les coûts de l'énergie qui augmentent. C'était vraiment quelque chose qui devenait insoutenable pour une opinion nationale américaine. Et on le sait bien, les Américains vont bientôt aller dans des élections de mi-mandat durant lesquelles Donald Trump est bien obligé d'agir de sorte à maîtriser euh, une partie de l'opinion, en tout cas sa base électorale, ne pas la perdre avant ces élections-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un changement visible de ton à la Maison-Blanche où une partie de l'administration qui est consciente des enjeux économiques mondiaux, les enjeux d'élection de mi-mandat et autres, essaye de tempérer un peu le président Donald Trump et son secrétaire à la défense qui, eux, semblent être des jusqu'au-boutistes dans cette situation au Moyen-Orient. Et je crois que en réalité, la médiation du Pakistan a servi de bouée de sauvetage pour aussi bien les Américains que les Iraniens, comme je l'ai dit. Hein, les deux étaient arrivés à un point où 40 jours après, il fallait s'arrêter et dire, bon voilà, ce que nous avons à vous présenter pour que vous sachiez qu'on doit tenir d'un côté comme de l'autre. Voilà, pour les Américains, on doit tenir parce qu'on a réussi à décapiter, on a réussi à, à obtenir, à détruire telle ou telle chose. Bon, voilà, ils ont trouvé leurs arguments. Les Iraniens aussi appellent à tenir parce que le régime n'est pas tombé. On a affronté la première puissance mondiale et on n'est pas tombé. On a réussi à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. On est payé en bitcoin dans le détroit d'Ormuz. On reçoit de l'argent. On va reconstruire le pays. Donc, vous voyez que chacun des deux camps n'est pas dans une logique de, de préparation de la paix, mais de préparation du coup suivant. C'est pour ça que j'observe la médiation pakistanaise et j'ai l'impression qu'elle marche vraiment sur des œufs très sensibles et qu'il va lui falloir beaucoup d'entrain pour réussir à tenir tout ça. Maintenant qu'on a parlé euh, de l'historique de cette guerre et un peu des implications actuelles qui entraînent à la recherche d'un cessez-le-feu par les deux parties, eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière générale sur cet ordre mondial qui est visiblement en train de changer? Comme je vous le dis depuis des mois et des semaines, euh, l'ordre mondial est en train de fondamentalement changer. La première des choses que l'on constate, c'est que la médiation qui aurait naturellement été une médiation soit de l'ONU, soit d'un des partenaires occidentaux des États-Unis, eh bien, cette médiation est passée à l'Est. C'est le Pakistan et la Chine également qui ont fait de leur mieux pour réussir à obtenir un cessez-le-feu qui est peut-être fragile, mais qui est un cessez-le-feu. Dans le même temps, on voit que cela confirme le blocage au sein des Nations Unies. Le travail est impossible au sein des Nations Unies. La deuxième chose qui montre un bouleversement de l'ordre international, c'est l'OTAN, où comme je vous l'ai dit, l'OTAN est de plus en plus divisée sur la question notamment américaine.
Les Américains eux-mêmes laissent entendre qu'ils pourraient quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Dans la région du Golfe elle-même, les pays du Golfe eux-mêmes doivent s'interroger aujourd'hui sur la pertinence de leur alliance et sur la crédibilité de cette protection américaine dans la zone, surtout avec en parallèle des déclarations intempestives de Donald Trump par rapport au Royaume d'Arabie Saoudite, par exemple, où le roi d'Arabie Saoudite et le prince héritier ont tous deux été presque insultés par Donald Trump. Les monarchies du Golfe qui sont pointées du doigt par Donald Trump comme étant des monarchies incapables en quelque sorte, qui ont de la chance, qui auraient de la chance d'être protégées par les États-Unis, une manière de leur faire peur, mais une manière aussi qui peut avoir comme contre-coup de les pousser à chercher à s'entendre avec l'Iran, de les pousser à chercher des alternatives sécuritaires. On l'a vu avec l'Ukraine, la Chine, la Russie et d'autres pays qui sont sollicités en quelque sorte par les monarchies du Golfe. Et donc, il y a cette perspective éventuelle d'une reconfiguration globale de l'influence américaine au Moyen-Orient qui serait la résultante de cette opération militaire, de ce piège iranien de Donald Trump. Ensuite, il y a l'Asie, où, eh bien, lors de la guerre au Moyen-Orient, face à l'épuisement des intercepteurs et des batteries anti-aériennes, eh bien, les États-Unis sont allés dénuder la Corée du Sud en y retirant les batteries THAAD et d'autres matériels militaires qui ont rendu la Corée du Sud un peu plus vulnérable face à la Corée du Nord. Corée du Sud qui doit donc s'interroger sur son avenir au vu de l'action que les Américains ont posée chez eux. Taïwan également, qui doit s'interroger sur la Chine et la réaction que pourrait avoir l'Amérique si la Chine décidait de reprendre le contrôle de Taïwan. Est-ce que les États-Unis parviendraient le moins du monde à les protéger de cela? Et il y a également beaucoup de questions qui se posent en Afrique, en Amérique latine. Donc aujourd'hui, on est dans quelque chose dans lequel les Américains se retrouvent pris dans le piège d'une recomposition forcée du monde, recomposition dans laquelle ils risquent d'être malheureusement les grands perdants. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner à notre page et à nos chaînes pour que l'on puisse poursuivre cette discussion autour d'autres sujets. Je vous invite aussi à nous dire en commentaire ce que vous-même vous pensez du contenu de cette vidéo, mais aussi de la situation internationale de manière générale. Et je vous invite à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes puissent y accéder. À très bientôt.